En 1945, un vent nouveau souffle sur la France. Un souffle de vie, celui d'une société nouvelle. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Ce sont l'ensemble des cotisations payées par tous les Français qui constituent les recettes de la sécurité sociale. Héritée des générations qui nous ont précédés, à nous de la préserver et de la transmettre aux générations futures. La sécurité sociale, citoyenne et solidaire depuis 80 ans. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième séquence de l'après-midi. Elle est consacrée au mouvement en cours de transformation des accompagnements et de l'offre en termes notamment de lieu de vie qui actuellement est déployé à la fois dans le cadre de la politique du handicap et également celle de l'accompagnement des personnes âgées qui sont en besoin d'aide à l'autonomie. La Conférence nationale du handicap d'avril 2023 a lancé une mobilisation massive pour construire avec les acteurs et à partir de chaque territoire, des solutions qui visent à répondre aux besoins identifiés des personnes, tant en soutien à leur projet de vie à domicile que d'évolution du cadre d'hébergement lorsque c'est nécessaire. Mais on voit aussi fleurir des solutions intermédiaires entre le domicile privé, qu'on qualifie parfois d'historique, et l'établissement médico-social. Et aujourd'hui, elles sont très privilégiées par les personnes concernées et aussi beaucoup portées par différentes institutions et différents acteurs, comme nous le verrons avec nos invités pour cette table ronde. Ils peuvent même prendre une dimension intergénérationnelle ou mêler des publics qui ont des problématiques diverses. Pour évoquer ces sujets, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Geneviève Manarino, qui est conseillère du président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dernière née des branches de la sécurité sociale, chargée d'une mission dont elle nous parlera, de promotion de l'habitat inclusif. Elle est aussi ancienne vice-présidente du département du Nord en charge de l'autonomie. Nous avons Delphine Pavie à ma gauche, qui est directrice du pôle associatif et médico-social au sein du groupe Caisse des dépôts Habitat. Vous pourrez repréciser votre fonction si je l'ai par trop ramassé. Enfin, nous avons Oscar Lustin, qui est cofondateur de Domani, qu'il nous présentera, ainsi que l'action et les projets que son association... Enfin, ce n'est pas une association, c'est une entreprise de l'ESS, mais qui sont portés avec un certain nombre de valeurs. Je vous rappelle que vous trouverez sur le site le QR code pour votre attestation de présence au titre de la formation continue et que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur ce sujet ou en cours de table ronde pour que je puisse les poser à mon tour aux participants et participantes à notre table ronde. Alors, chère Geneviève Manarino, je me tourne d'abord vers vous. Merci beaucoup d'être présente dans un agenda calendrier très chargé à l'automne comme chaque année. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par nous rappeler quels sont les grands axes de la politique de transformation de l'offre impulsée par l'État, mais aussi beaucoup par la CNSA dans sa responsabilité de branche. Voilà, quels volets sont contenus dans cette transfo de l'offre? Merci beaucoup, cher Jean-Philippe, de l'invitation. Je suis ravie d'être là parce que les 80 ans de la Sécu, voilà, c'est quand même quelque chose qui reflète l'accompagnement que l'on porte auprès des personnes les plus vulnérables. Et c'est important d'en faire un événement essentiel dans un contexte un peu particulier aussi. Alors, évidemment, la CNSA, dans sa COG qui va se terminer là en 2026, a vraiment inscrit la nécessité de la transformation de l'offre. Donc, la CNSA, vous le savez, dernière née de la Caisse des sécurités sociales, porte avec beaucoup de volontarisme aussi un attachement au territoire. Et ce qui est, enfin, si je le souligne comme ça, c'est quand même important de le dire parce que dans cet engagement qui est bien écrit dans la COG, les territoires sont très présents. Ils sont très présents d'abord parce qu'il y a effectivement une contractualisation avec les départements et les ARS, donc tripartite, ce qui n'est pas neutre. Et puis, vous le savez aussi, sur les financements que porte la Caisse auprès des départements et des ARS. Inscrire la transformation de l'offre dans la COG de la CNSA, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Ça prend de l'importance un peu plus maintenant parce que cette transformation de l'offre, elle est absolument
transversale et c'était nécessaire que la transversalité, elle soit vraiment très affichée. Parce que on s'interroge peut-être plus maintenant de porte d'entrée par les besoins des personnes plutôt que par des dispositifs. C'est vrai qu'on pourrait, dans les millefeuilles, on le sait tous, se faire un très beau listing où parfois on s'y perd un peu. Parce que la CNSA a vraiment aussi inscrit l'autodétermination des personnes sur leur choix de lieu de vie. Parce que les équipes accompagnent dans les territoires aussi toutes sortes d'ingénierie. Et je trouve que ça, c'est quand même mettre le pied à l'étrier pour ensuite pouvoir porter des politiques qui vont transformer l'offre. Alors la transformation de l'offre, elle peut effrayer aussi, parce que quand on parle transformation de l'offre, il faut d'abord qu'on évoque un peu aussi la transition. Et ça, c'est parfois un peu complexe parce qu'on détricote un peu. On peut surprendre parce qu'on y voit un peu d'insécurité, et je reviendrai sur le sujet de ce qu'on appelle, nous, maintenant, l'habitat intermédiaire à la CNSA. Mais cette ingénierie qui est portée auprès des territoires, elle permet quand même d'accompagner les acteurs de terrain dans toute leur diversité. Vous savez aussi que le SPDA est rentré vraiment en œuvre maintenant et que on le travaille comme ça, la mise en place de la cohérence aussi et du partage entre les différents acteurs. Et là aussi, c'est pas simple parce qu'on parle du médico-social et puis on parle aussi de la santé ou que du médical, ou on va parler du logement et des prestations. Mais je pense qu'on a fait un pas en plus pour pas mettre en place un nouveau dispositif, mais embarquer tout le monde, je veux dire presque au même niveau de connaissance. Et puis, dans la transformation de l'offre, je crois que le soutien de la CNSA, il est très marqué aussi sur l'élaboration des projets et la programmation des projets de territoire. Donc on ne plaque pas des solutions nationales, mais on part effectivement des besoins des personnes et des ressources territoriales. Absolument, absolument. Alors on peut raisonner par territoire, on peut raisonner aussi par bassin de vie, parce que c'est parfois extrêmement intéressant, parce que là on va toucher peut-être l'emploi aussi, et vous le savez, autour des sujets des professions du soutien à domicile, on est un peu aussi encore en questionnement. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que le lien qui est porté que la CNSA a vraiment affiché avec les ARS permet d'apporter finalement une multitude de réponses et de les conforter aussi en faisant émerger, comme vous le dites très bien, Jean-Philippe Vinquant, cette offre territorialisée. Et je crois que c'est vraiment là-dessus que l'on doit s'appuyer pour transformer l'offre, et être avec les personnes au milieu de tous ces projets aussi, et de leur laisser la place de la parole. Alors, merci beaucoup pour cette présentation générale. Donc, on voit approche multidimensionnelle de toutes les dimensions qui font la vie d'une personne, ou qu'on souhaite effectivement favoriser. Pour ce qui concerne le volet vraiment dédié au lieu de vie et au cadre de vie et d'accompagnement, qu'est-ce que vous avez, vous, comme dispositif ou comme levier du côté de la CNSA pour venir favoriser effectivement une offre plus variée au bénéfice des personnes, entre le domicile où on est seul chez soi ou avec sa famille, et ensuite des établissements qui existent actuellement mais qui sont en train aussi de se transformer. Qu'est-ce qui existe entre ces deux pôles d'une certaine façon très identifiés comme lieu de vie ? Alors, c'est vraiment je suis très heureuse d'en parler aujourd'hui parce que c'est une journée particulière aujourd'hui à la CNSA, puisque ce matin, il y avait un conseil et on proposait un avis ce matin qui, alors j'ai pas eu de nouvelles, mais qui à mon sens devait être voté. Il y avait bon espoir. Oui, il y avait bon espoir, et c'est tout un travail depuis le mois de février où nous avons, alors c'est le président Jean-René Le Serre qui a embarqué le conseil pour des travaux qui ont duré 9 mois. 9 mois, c'est pas anodin. On a fait naître des contributions avec 8 propositions pour justement vraiment embarquer les pouvoirs publics sur cette notion d'habitat intermédiaire et de choix de lieu de vie des personnes.
personnes âgées, personnes vivant avec un handicap. Et c'est pas neutre un avis du Conseil, parce que le Conseil de la CNSA porte la politique de la Caisse. Et donc, dans ce panel de propositions est inscrit l'habitat intermédiaire. Alors, quand on dit habitat intermédiaire, parce que j'ai eu parfois un peu la remarque, les bailleurs vous disent « Ah ben oui, mais c'est les montants des loyers ». Donc, moi, je rajoute intermédiaire et inclusif. Voilà. Et donc, dans toutes ces propositions, finalement, au début, on était plus parti sur l'habitat inclusif, les résidences autonomie, mais finalement, on a auditionné à peu près une trentaine de porteurs, de projets, de gestionnaires, d'élus aussi. Et donc, la question, c'est de se dire, je ne peux plus rester au domicile. Mon choix n'est pas d'aller dans un établissement parce que je suis encore autonome, parce que là où je vis, j'ai envie de rester un petit peu rapproché. Donc, quand on parle d'habitat intermédiaire et inclusif, vous y mettez les résidences autonomie, les résidences services seniors, les béguinages, l'accueil familial, qui est aussi une solution, les MARPA, les colocations, l'intergénérationnel. Voilà, donc une multitude de propositions. La difficulté que nous avons, c'est qu'elles sont peu lisibles pour le grand public, parce que si vous allez sur Via Trajectoire, finalement, vous ne trouvez pas toutes ces propositions. Vous trouvez donc le site qui permet de s'orienter effectivement quand on a besoin d'avoir un lieu plus encadrant, enfin en tout cas plus sécurisant, plus... Oui. Tout à fait. Donc ça, c'est un vrai sujet, la lisibilité. On a un vrai sujet aussi je vais le dire un peu comme ça, de flou artistique autour de la réglementation. Le législateur, avec différentes lois, a permis quand même d'avancer, mais tout n'est pas en équité partout. Ça dépend si on est une entreprise, ça dépend si on est une asso, ça dépend si on est un bailleur. L'équité aussi du côté des départements, où certains départements ont vraiment inscrit ces politiques-là, d'autres un peu moins. Ce qui fait qu'il est nécessaire, outre les propositions que le Conseil porte, le deuxième sujet, c'est la mission qui m'a été confiée depuis le mois de juin 2025 par le directeur Maëlie Glebaillon sur l'habitat intermédiaire pour aller à la rencontre des élus locaux. C'est un peu mon credo parce que je pense qu'il faut faire de la pédagogie, et ce qui est tout à fait normal. Il faut aller dans les territoires voir les belles initiatives inspirantes parce qu'elles existent. Il y a de vrais questionnements aussi de réponses à donner aux personnes, mais en même temps, je me dis que les élus locaux, c'est eux qui entendent les besoins des personnes. La proximité, absolument. La relation qu'ils ont avec... Voilà. Et donc, je porte cette mission avec beaucoup de plaisir. J'ai un peu de temps. Je la terminerai en décembre 2026. Donc, voilà. Et c'est une mission d'appui interne à la CNSA, parce qu'à la CNSA, vous avez bien évidemment une direction qui gère vraiment ces sujets-là. Donc, la question, c'est de se dire, on doit être en capacité dans notre pays d'être suffisamment en ouverture d'esprit, avec beaucoup de bienveillance, pour que la personne, elle puisse exprimer là où elle a envie de vivre et qu'on puisse lui donner ses réponses, et qui sont peut-être parfois un peu complexes à mettre en place, ou peut-être pas si complexe que ça, parce qu'il faudrait lever des freins qui sont peut-être un peu portés de façon trop administrative aussi, et qui complexifient beaucoup les choses. Mais alors dites-moi, dans cette mission d'ambassadrice que vous avez en quelque sorte effectivement de la CNSA et de cette volonté de développer effectivement une palette d'autres types de chez-soi, ou voilà, de conditions de vie, je crois que c'est Denis Piveteau qui prononçait ce terme, vivre chez soi avec d'autres. C'est ça un petit peu ces intermédiaires entre le domicile historique et l'établissement médico-social, où là, par définition, on est avec d'autres. L'établissement n'est pas construit que pour une personne ou une famille. Qui est-ce que vous allez voir en priorité ? Vous parlez des élus, chère Geneviève. Est-ce que c'est plutôt au niveau commune et intercommunalité, EPCI que vous allez aller ? La collectivité départementale, elle est chef de file de l'action sociale. Il y a parfois des offices départementaux de logement social ou de foyer. À quelle porte allez-vous aller taper pour aller échanger effectivement avec ces élus de terrain ?
Alors, je frappe à la porte des maires. Et alors, bien évidemment, par le biais des conseillers départementaux aussi, parce que voilà. Mais pourquoi je fais ça? C'est parce que je suis toujours, moi, élue dans une commune et je participe à des débats, des rencontres, etc. Et je pense, alors c'est pas la majorité, je ferai pas les 36 000 communes aussi, hein, j'en ai pas la capacité. Si vous y arriviez, vous serez dans le livre des records, là. Peut-être, mais en fait, c'est l'idée de, je pense que on a besoin d'accompagner les maires sur la réflexion des réponses qu'ils peuvent donner. Et pour certains, c'est une évidence. Ils vont se dire, bah oui, finalement, on peut peut-être voilà, organiser ça comme ça. Pour d'autres, c'est souvent la solution de facilité. Bon, allez hop, on a une résidence service senior qui nous sollicite, on va l'installer, c'est très bien. Et aussi, heureusement qu'elles sont là. Enfin, voilà. Et le vrai sujet, c'est que les maires ont besoin aussi d'être accompagnés pour mettre en valeur ce que souhaitent leurs habitants et en particulier les personnes les plus vulnérables. Alors, je frappe aux portes des maires ou des intercos. Voilà, j'ai quelques rendez-vous déjà qui s'accélèrent et comme c'est une mission qui a été on va dire médiatiquement entre guillemets valorisée, qui a été beaucoup communiquée. J'ai des abonnements TGV pour me déplacer et je suis très heureuse de le faire parce qu'on a deux sujets importants quand même à mettre sur la table. On a le sujet du logement. C'est-à-dire que finalement, on raisonne beaucoup, nous, en médico-social et en établissement médico-social. Je pense qu'il serait intéressant de raisonner avec les maires, avec les élus qui, dans leur commune, organisent quand même la politique du logement, qu'on raisonne en logement pour toutes les personnes. Et puis, le deuxième sujet, je crois qu'il est peut-être pas, il n'est pas anodin quand même, c'est qu'il faut absolument raisonner en accessibilité. Et ça veut dire qu'il faut qu'on embarque toutes les politiques. On ne peut plus rester cantonné à une politique personnes âgées ou une politique de personnes vivant avec un handicap. Il faut vraiment que cette transversalité, elle soit la petite musique qui soit toujours ronronnante à l'oreille des élus. Et donc, je pense qu'ils en sont conscients, mais ils n'ont peut-être pas la boîte à outils. Alors moi, je remercie les équipes de la CNSA, parce qu'ils m'ont fait une jolie boîte à outils. C'est ça, il y a une mallette derrière elle de est démonstration. Virtuelle, mais en tous les cas, elle est très utile parce qu'elle permet, c'est pas le petit livret qu'on va donner comme ça, mais elle va permettre le débat et l'échange. Et c'est à partir de là, et moi je souhaiterais à la fin de ma mission pouvoir produire un document qui s'intitulerait « Parole d'élu ». Et tout pour y être dit, c'est à la fois ce qui s'y passe, les constats, mais moi je pense que les élus locaux sont à même de faire des propositions de simplification, j'en suis persuadée. Merci beaucoup Geneviève Manarino. Et en évoquant les sujets de logement et les sujets d'accessibilité, vous me facilitez la transition avec notre deuxième invitée Delphine Pavy, qui représente une grande institution qui intervient dans notre pays au titre de différentes compétences ou de différentes branches, mais elle-même est très mobilisée sur le soutien et le développement à ces types d'habitats intermédiaires, partagés, inclusifs. Et donc, vous pouvez peut-être demander à Delphine Pavy d'abord de présenter un petit peu, voilà, CDC Habitat, Caisse des dépôts Habitat, peut-être au sein du groupe Caisse des dépôts et des autres interventions effectivement voilà, de la Caisse ou de partenaires que vous avez. Vous êtes très identifiés par les élus territoriaux, évidemment les élus locaux, mais votre action est Notre action est plurielle. Alors déjà bonjour à tous et puis merci pour cette invitation. Donc pour juste repréciser qui je suis Delphine Pavy, je suis directrice du pôle associatif et médico-social de CDC Habitat. CDC Habitat étant une entité du groupe Caisse des dépôts, filiale à 100% de la Caisse des dépôts. Je voulais commencer par resituer un peu l'action de la Caisse des dépôts qui est particulièrement mobilisée sur les questions de la santé et du grand âge. Et c'est un engagement qui a été rappelé par notre directeur général avant l'été avec la volonté d'investir 25 milliards d'euros au cours des 5 prochaines années
dont 5 milliards sur la question du grand âge, et donc une volonté très forte d'embarquer l'ensemble des entités du groupe pour mener à bien ce plan. C'est une belle somme, en tout cas, annoncée comme ça. C'est une très belle somme. Je voulais dire aussi que on s'est mobilisé, que cet engagement, il n'est pas nouveau aussi au sein de la Caisse des dépôts. C'est un engagement ancien. Qui s'est traduit par un certain nombre d'initiatives, et puis avec des entités qui sont un peu phares. Je citerai la Banque des territoires, proche des territoires, vous l'avez cité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un engagement, on ne peut trouver des solutions sur ces thématiques-là qu'en étant au plus proche des territoires. Et donc nous avons une entité, la Caisse des dépôts a son entité Banque des territoires, qui est vraiment à l'écoute de l'ensemble des territoires et qui finance en ingénierie, prêts et investissements, notamment le parcours du bien vieillir. C'est le financement des associations et des collectivités territoriales pour la construction d'EHPAD, de résidences autonomie. Pour citer un chiffre, c'est 500 millions d'euros investis sur les fonds d'épargne en 2024. On investit, et le groupe Caisse des dépôts, Banque des territoires investit aussi dans les résidences seniors, intervient dans l'ensemble des structures sanitaires, les établissements de santé et aussi le développement de maisons pluridisciplinaires, parce que l'enjeu aussi du vieillissement, c'est l'accès aux soins et c'est de développer des solutions qui répondent aux besoins. Les besoins des personnes seniors, c'est d'avoir un accompagnement sanitaire et faire face à ce qu'on le constate, c'est la désertification de certains territoires. On a également au sein du groupe, alors je ne vais pas tous les citer parce que le groupe est très riche en termes d'initiatives, le groupe Caisse des dépôts, mais BPI France, qui soutient le développement des entreprises, PME, ETI, dans le domaine de la santé, c'est 200 millions d'euros investis en 2024, et la Banque Postale, en troisième lieu, qui est le premier financeur des hôpitaux publics au travers de la SFIL. Un point important, et moi je suis une entité du groupe, mais pourquoi je représente et j'ai ce discours-là, c'est parce qu'il y a une conviction très forte au sein de la Caisse des dépôts, c'est que pour pouvoir répondre durablement à ces enjeux de demain, de vieillissement, traiter le champ du handicap ou contribuer à l'émergence de solutions de santé pour demain, nous devons agir de concert, tous ensemble, et nous mobiliser face à cet enjeu-là, et avec une trajectoire commune. Si j'en viens maintenant à CDC Habitat, et bon, pour présenter un peu notre entité, mon entité, donc nous sommes une filiale à 100% du groupe Caisse des dépôts et nous sommes un opérateur global d'habitat d'intérêt public. J'ai aimé ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce qu'on recherche, c'est l'habitat. On parle d'institutions et il y avait une réflexion très intéressante, j'en pense, de Denis Pifteau autour de se sentir chez soi, l'habitat versus l'institution. On parle d'EHPAD. On parle d'hébergement. Dès qu'on est au niveau de l'EHPAD, c'est hébergé. Quand on est hébergé, on n'est pas vraiment chez soi. Vous êtes hébergé chez votre fille si vous allez rendre visite à votre fille, mais vous n'êtes pas chez vous. Et l'EHPAD, c'est ça. Et nous, ce qu'on cherche, c'est des solutions qui font que les personnes se sentent pleinement chez elles. Et l'habitat intermédiaire, je pense que la réflexion que nous menons, et nous menons aussi au travers des échanges que nous pouvons avoir avec la CNSA, c'est de trouver et développer ces solutions où les personnes se sentent chez elles, tout en n'étant plus dans leur domicile historique. Donc ça, c'est un point important. Pour en revenir, je reviens quand même à CDC Habitat pour le présenter un peu plus globalement. C'est donc le premier opérateur global d'habitat d'intérêt public et c'est un opérateur majeur puisque nous gérons plus de 560 000 logements sur tout le territoire, donc 80% de logements sociaux. Qui bénéficient à toutes les générations. Qui bénéficient à toutes les générations. Nous sommes engagés depuis longtemps pour accompagner les publics fragiles, c'est dans notre ADN, soit en raison de leur âge, soit en raison d'un handicap. Et nous avons pour ça une politique qui se décline en deux axes. D'une part, le maintien au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap par le déploiement d'une politique d'accessibilité et d'adaptation des logements. Donc ça va être accessibilité, c'est l'immeuble,
Donc, c'est essayer de rendre l'immeuble accessible aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. Typiquement, et un exemple très frappant, c'est les ascenseurs. Hier, j'étais sur le territoire de la Sainte-Barbe, et qui est un territoire qui est pour nous, chez nous, un exemple, ou en tout cas un modèle en termes de gestion du vieillissement et de l'adaptation des logements, et qui a mené toute une politique d'ascensorisation de ces immeubles pour pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre. Adaptation, quand on parle d'adaptation, c'est adaptation du logement en tant que tel. Mais pour aller, donc, accessibilité est importante parce que déjà, il faut accéder à l'immeuble. Ouais. Et deuxième chose, adapter, parce que en fonction du handicap ou en fonction pour la personne âgée, des besoins de la personne âgée, il faut adapter aussi le logement à travers des adaptations concernant les salles de bain, les sanitaires, les chemins lumineux, etc. D'autre part, au sein de CDC Habitat, nous développons une offre spécifique de logement. Ça comprend une vaste palette de solutions, vous l'avez dit, c'est-à-dire que cet habitat intermédiaire, il y a beaucoup de solutions et il y a une grande richesse des solutions. C'est des résidences pour les personnes autonomes, donc résidence autonomie, Papyloft, vous l'avez cité, résidence adaptée, résidence intergénérationnelle, des habitats pour les personnes en perte d'autonomie. Et là, nous allons dans un champ un peu nouveau que nous avons développé, notamment avec Dominique et Oscar, qui est parmi nous. Alors ça, on verra les projets effectivement que vous avez accompagnés. Ou encore des EHPAD. Nous gérons un parc d'EHPAD. Alors, nous n'exploitons pas. Nous gérons l'immobilier, mais nous n'exploitons pas. Toujours avec des partenaires, avec des exploitants qui sont extérieurs au groupe. Notre particularité en tant que filiale de la Caisse, c'est d'intervenir pour les populations les plus modestes, à travers, et je l'ai dit, 80% de l'offre étant sociale. Donc l'accessibilité financière aussi. Exactement. Une offre sociale importante. Et aussi, mais pas que, parce que aussi on a une offre pour les classes moyennes avec des solutions d'habitat abordable ou intermédiaire, en faisant bien attention à éviter cette confusion sur l'habitat intermédiaire qui peut être interprété, je reviens aussi sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on a dans le champ du logement social un produit qui s'appelle le logement locatif intermédiaire, mais là qui fait référence à des niveaux de loyer. Quand on parle de habitat intermédiaire dans le champ du vieillissement, on parle vraiment, c'est une autre notion d'intermédiaire, c'est intermédiaire entre le logement historique, vous l'avez très bien dit, et l'institution ou les institutions d'hébergement. Notre parc, c'est 200 résidences pour près de 12 500 logements sur tout le territoire hexagonal. Il y a 70 résidences et 3 700 logements qui sont opérés en direct. C'est des papylofts, en fait. C'est des résidences intergénérationnelles et c'est des résidences adaptées. Cette fois, on propose une animation assez limitée. On gère directement le quitancement. On ne va pas s'appuyer sur un gestionnaire ou un opérateur externe. Et enfin, 130 résidences pour 8 800 logements qui sont gérées par des exploitants tiers. Plus de la moitié de résidences autonomie, souvent exploitées par des CCAS, des associations ou des mutuelles, des résidences services privés, senior services privés, 10% à peu près de notre offre, des habitats partagés et des EHPAD pour plus de 3100 lits. Et du coup, là, vous avez ce parc, mais vous accompagnez des nouveaux projets. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui cherchez des promoteurs de projets pour les accompagner effectivement derrière sur le montage de leurs projets? Est-ce que ce sont eux qui viennent à vous, taper à votre porte en disant « nous souhaiterions construire une colocation senior intergénérationnelle, mais aussi inclusive, etc. » Comment se fait la rencontre entre ceux qui peuvent appuyer, accompagner et ceux qui disent « nous, on a envie de faire ». Alors d'abord, il y avait une volonté au départ. Il y avait une volonté parce qu'avec la simplification et la loi Elan, on s'est dit il y a un champ nouveau, il y a une possibilité nouvelle. La réglementation nous offre une possibilité. C'est ça, 2018, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Exactement, d'aller innover et d'aller construire et d'aller contribuer au développement d'une offre nouvelle à travers de l'habitat partagé et qui répond en fait à un besoin et à une demande. C'est-à-dire que la plupart des Français, en fait, veulent rester chez eux,
Et donc ça, c'est un message assez clair. Et nous-mêmes, je pense qu'on veut rester chez soi le plus longtemps possible. Mais en même temps, on a besoin d'avoir des services, l'accès on a des besoins particuliers, surtout en vieillissant ou en étant en situation de handicap. Et ces besoins doivent être satisfaits. Et parfois, en restant dans notre domicile historique, on ne peut pas avoir accès à ces besoins-là. Donc, on s'est dit, il faut aller chercher, la loi Elan nous offre une possibilité d'aller explorer ça. Donc on s'est dit, c'est un nouveau marché, un nouvel environnement, et notre ADN aussi, c'est d'être assez innovant et d'essayer d'aller voir ce qui se faisait. Donc au départ, on a eu une démarche un peu active, coordonnée aussi au sein de la Caisse, parce qu'on était plusieurs à avoir cette réflexion-là. C'est là où la contribution et le groupe est très importante, et on s'est dit, qui on peut aller voir ? Qui on peut aller voir d'expérience, moi je me suis dit, je veux voir des gens qui sont vraiment motivés par le sujet et qui sont pas forcément, qui n'ont pas d'autres intérêts dans le cadre du portage de ces opérations-là. Donc c'était des opérateurs purs et durs et pas forcément des structures émanant de promoteurs immobiliers. Les promoteurs se sont engagés sur le champ du vieillissement, souvent en créant des structures qui leur étaient affiliées, mais avec finalement un message parfois un peu trouble entre où se trouve la marge de l'opération chez le promoteur, ou est-ce qu'on laisse de quoi faire vivre l'opérateur. Donc vous partez plutôt de ceux qui avaient le projet de vie, savoir comment allait fonctionner la structure, comment allait être animée, régulée. Il faut aller plutôt vers des porteurs de projets dont c'est le cœur de métier. Alors il y a énormément, et vous le disiez, d'initiatives dans le champ social, d'associations, etc. Nous, on s'est dit, bon, c'est intéressant, c'est bien, mais on est confronté dans le secteur social à un secteur qui est parfois un peu compliqué, très réglementé. Et je suis heureuse que la CNSA et qu'on développe un peu ce sujet-là pour essayer d'un peu de lever les freins. Ouais. Sécuriser, simplifier la réglementation. Simplifier et pour pouvoir massifier. Et donc, nous, et puis aussi sécuriser, parce qu'en tant que bailleur, nous, on investit, et bailleur Caisse des dépôts, on investit sur très long terme. Donc, on a besoin d'avoir des contreparties qui engagent sur du très long terme. On a beaucoup d'initiatives, et nous, et le monde des bailleurs sociaux les accompagne, on en accompagne certaines, mais qui sont riches d'enseignements et innovantes, vous l'avez dit, et de belles initiatives, mais parfois très localisées, et parfois difficilement duplicable. Nous, on a pris, puisqu'on est un bailleur qui est important, le parti de financer ces initiatives-là et d'accompagner ces initiatives-là d'une part, mais aussi de réfléchir à une offre qui pouvait se massifier. Et donc là, on a rencontré un certain nombre d'acteurs et on les a un peu interrogés, on les a vus, on s'est coordonné aussi avec la Banque des Territoires qui, elle, souhaitait investir aux côtés de l'opérateur pour soutenir cette initiative. Et c'est ainsi que on a sélectionné des projets. On a sélectionné le projet d'Omani en se disant on va faire un partenariat avec eux pour essayer de développer cette forme d'habitat et de les accompagner. Donc c'est comme ça qu'on s'est engagé à développer l'habitat partagé des seniors. Et aujourd'hui, on a investi près de 100 millions d'euros sur ce type d'habitat en immobilier. Pour accueillir près de 400 personnes. Alors c'est notre enjeu. Allez-y, Delphine. Je finis là-dessus. Après, on verra ce modèle. Parce que ce modèle d'Omani, c'est un modèle qui est du secteur libre. Et donc, c'était vraiment une volonté d'expérimenter ça, avec des contraintes qu'on a essayé de lever. Notre enjeu, et l'enjeu important, et qui est un message aussi qu'on le retienne, c'est que notre enjeu, c'est de rendre cette offre la plus accessible possible au plus grand nombre. Et donc, c'est d'aller vers le secteur social. On n'a pas réussi à trouver les structures prêtes à nous accompagner massivement jusqu'à présent, donc on l'a fait avec des opérateurs du monde privé, mais on exclut pas. Notre volonté, c'est vraiment aussi de l'élargir au champ associatif, public, mais là, les freins sont beaucoup plus importants, beaucoup plus compliqués à dénouer pour pouvoir massifier un peu cette offre. Mais très clairement, aujourd'hui, notre orientation, c'est d'aller dans le champ du social et rendre cette offre accessible au plus grand nombre.
Merci beaucoup. On reviendra sur ces sujets de comment changer d'échelle, passer à l'échelle et accompagner plus de types, effectivement, de porteurs de projets. Mais la perche a été tendue à Oscar Lustin. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Domani, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui a reçu statut par une loi qui avait été portée par Benoît Hamon, si ma mémoire est bonne, avec le statut ESUS. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter votre entreprise à vocation sociale et ses valeurs et le principe des projets que vous portez. Et je crois que vous avez une petite illustration à nous en proposer. Mais commencez, Oscar, merci par pour l'invitation présenter un petit peu Domani. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc Domani, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et depuis quelques années, on a l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Parfois, on me pose la question, qu'est-ce que ça nous apporte? Je vais dire pas grand-chose, parce que tous les avantages qui allaient avec ont disparu au fur et à mesure des gouvernements. Néanmoins, nous, c'est un engagement fort de dire on accompagne des personnes âgées et ou handicapés. Alors, on est une majorité de personnes âgées, mais parfois, il y a du handicap vieillissant et on en parlera tout à l'heure. Oui. C'est assez important pour nous aussi de les accompagner. Et notre rôle, on est un opérateur, donc on s'occupe quotidiennement de groupes de personnes âgées. En général, ils sont 8 et ils cohabitent dans un grand bâtiment qui est une colocation qui fait environ 350 mètres carrés, où chacun dispose d'un espace privatif d'environ 30 mètres carrés et il y a une grande salle de vie commune de 80 mètres carrés où ils peuvent se réunir pour partager ensemble des petits moments de vie. Et je me suis dit que voilà, on avait pas mal d'informations et que c'était peut-être pas mal de vous montrer une vidéo. Donc c'est un journaliste qui était venu à Mimizan dans les Landes. Donc on parlait de territoire tout à l'heure. On est assez ancré dans les territoires. Donc je vous laisse regarder peut-être la petite vidéo. On va regarder la passive vidéo. Je crois que c'est votre territoire d'origine. En tout cas le sud-ouest. Je suis bordelais, oui. Voilà. Bon. Ah, oui. Moi, j'ai l'impression d'être en vacances ici, moi, dans une colonie de vacances. Salut, c'est ton guide BFM. Vous connaissez les colocations d'étudiants? Eh bien, je vous emmène aujourd'hui dans une coloc de seniors. Je suis à Mimizan, dans les Landes, et c'est l'heure du déjeuner. Michel et Simone sont en cuisine. Oui, c'est très bon, chacun. Oui, on est une famille. On arrive dès le départ, on essaye de se tutoyer et solidaire aussi. Si quelqu'un est malade ou si quelqu'un a besoin de quelque chose, si on peut le faire, si on a, voilà. Bon, tout le monde semble avoir un rôle dans la vie de la coloc. Aujourd'hui, Paul et Christian mettent le couvert. Ça permet d'être actif, oui, c'est sûr, davantage. Et quand on est tout seul comme ça, qu'il n'y a personne autour de soi, on vieillit beaucoup plus vite que là. À table, tout le monde à table. Il y a 9 habitants et la moyenne d'âge est de 88 ans. On est bien loin d'une ambiance d'EHPAD ou de résidence senior traditionnelle. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps qui n'est pas là? EHPAD, pour moi, c'est... Non, je l'ai vu une fois avec Laura. Ne me parlez plus de l'EHPAD. Parce que... J'en étais sorti malade, non, mais il faut voir les pauvres. Ils sont une centaine. Que cette semaine-là, j'ai été... Je sais pas ce que j'ai eu, là. J'étais en roue libre, là. Allez, Paul. On est dans un grand appartement avec 8 chambres, 8 salles de bain et des espaces partagés. Laura est là pour veiller. Ils ont discuté autour des règles qu'ils avaient envie d'instaurer sur l'habitat, comme l'heure des repas, à quels horaires ils peuvent recevoir dans les parties communes. Elle est vraiment très sympathique, cette vidéo. On a envie d'aller passer un moment avec elle, avec eux. Alors, Oscar, peut-être nous donner maintenant un petit peu vos projets, comment ils sont montés. Et notamment, voilà, il faut déjà, je pense, disposer de cet habitat, de cette unité avec des parties privées et des parties de lien social ou de moments de partage. Donc, comment vous faites? Vous construisez tout vous-même? Vous êtes aussi maçon? Vous passez... Comment ça se monte un projet et comment ça fonctionne derrière sur un plan économique, sur le plan de la vie aussi de cet ensemble? Il doit y avoir des gens qui s'occupent aussi de cette communauté de seniors ou seniors et personnes en situation de handicap. Alors dites-nous ça. Alors comment concrètement un habitat partagé Domani prend vie? Alors nous on n'est pas maçons, on serait plutôt maçons du bien vivre ensemble s'il y avait la métaphore à filer. Nous comment concrètement un projet émerge, par exemple celui de Mimizan? D'abord c'est une rencontre de territoire, on cherche à avoir vraiment un ancrage territorial assez fort. Souvent on rencontre monsieur le maire ou ses adjoints
aux seniors ou au social. Et donc, on leur présente un petit peu le projet d'Omani. Souvent, ça vient... soit c'est eux qui nous appellent, soit c'est nous qui avons repéré un besoin de territoire, donc avec une population vieillissante et un manque de place dans des structures traditionnelles, ou tout simplement un manque de place alternative pour ce type de solution-là. Une fois qu'on a présenté le projet, on a vraiment assez peu de réticence de la part des mairies qui sont preneurs de la diversification de l'offre, parce que même s'ils ont déjà une résidence senior, même s'ils ont déjà un EHPAD, même s'ils ont déjà des accueillants familiaux, on voit qu'on vient apporter une nouvelle offre différente. C'est ça qui est important, c'est de dire que voilà, il va y avoir un panel de solutions qui va être très différent, et l'habitat partagé qu'on a vu dans la vidéo en apporte une nouvelle. Donc ça, c'est vraiment la première brique, c'est le besoin de territoire validé par les élus locaux, parfois même les élus départementaux qui nous transmettent dans leur département quels sont les territoires qui sont le moins bien couverts, sur lesquels il n'y a pas d'EHPAD, et peut-être qu'il n'y en aura jamais parce qu'aujourd'hui on ne construit plus de nouvelles places en EHPAD. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est la brique investisseur immobilier. Donc souvent avec nous, il y a un promoteur immobilier qui va construire. Donc là, ça peut être ICAD, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, ça peut être d'autres promoteurs privés. Voilà, encore une branche qui avait été créée, immobilière de la Caisse des dépôts, alors aujourd'hui devenue ICAD. Mais ça peut être d'autres promoteurs immobiliers qui, eux, vont repérer le foncier idéalement de centre-ville, parce que cet ancrage territorial est assez fort, et nous, on veut que les personnes âgées soient au plus proche du marché, au plus proche du cœur de vie, et qu'ils n'aient pas forcément à prendre la voiture pour aller dans le centre-ville. Qui est déjà les facilités qu'on peut trouver à 300-400 mètres à pied autour de chez soi. Oui, c'est ça, 300 mètres à pied, et pas la route qui monte comme ça. Voilà, donc on va jusqu'à ce niveau de détail-là, de regarder le trottoir, et sinon le travail avec la mairie pour retravailler le trottoir pour que les personnes âgées puissent accéder. Mettre un banc exactement, à l'ombre de préférence, voilà. Tous ces petits détails, parce que même 300 mètres pour une personne âgée de 88 ans, parfois ça peut être beaucoup. Donc ça, c'est la deuxième brique. La troisième brique, c'est l'investisseur immobilier, donc qui va acheter ensuite ce bien-là, parce que nous, on est vraiment locataire. Notre métier, c'est de s'occuper des personnes âgées et pas de posséder un parc immobilier. On n'a pas l'argent et on n'a pas l'envie de le faire. Vous n'êtes pas une foncière. Non, on n'est pas une foncière et on ne le saura jamais. Et donc, à nos côtés, il y a soit des acteurs comme la Caisse des dépôts, donc CDC Habitat, qui a acheté une petite dizaine de petites résidences d'Omani qu'on a vu, notamment celle de Mimizan, qui est la propriété de la Caisse des dépôts. Ensuite, il y a d'autres caisses de retraite, notamment je pense à Ircantec, qui est une caisse de retraite qui nous soutient aussi via Swiss Life. Ou des bailleurs de la fonction publique et des élus. Donc voilà, la retraite des fonctionnaires est placée notamment dans ce type d'habitat alternatif, et c'est important de le dire parce qu'il y a un vrai engagement de leur part. Ils sont venus visiter nos habitats alors que parfois ils sont un peu déconnectés de ça. Donc ça, c'est assez important pour nous. Et aussi, il y a des bailleurs sociaux comme le groupe Action Logement qui est propriétaire aussi de plus en plus de ces habitats-là. Alors nous, pour rien vous cacher, parfois on lutte aussi avec ces bailleurs-là qui forcément n'ont pas totalement pris en compte le fait que le vieillissement de la population, c'est maintenant. On parlait tout à l'heure des 80 ans de la sécurité sociale, mais c'est aussi les 80 ans du baby-boom. 1945, il y a eu une vague de naissance qui était assez folle. La pyramide des âges, je pense que tout le monde l'a en tête ici, et on voit vraiment ce pic. Et les gens aujourd'hui, ils commencent à perdre en autonomie parce qu'à 80 ans, on commence à accompagner des gens. Et donc, un projet immobilier, en moyenne, ça prend 3-4 ans. Et donc, en fait, si on veut être prêt pour quand ils auront 85 ans, il faut agir dès maintenant, et on sent que beaucoup de bailleurs n'ont pas totalement pris la mesure, donc ils y vont un peu au compte-gouttes, un habitat par-ci, un habitat par-là. Donc il y a vraiment cette logique de massification. On parlait tout à l'heure de 400 personnes accompagnées avec CDC Habitat, donc c'est un début, mais nous on appelle vraiment à cette massification, même si le mot n'est pas très joli, on parle plutôt de d'essaimage pour être un peu plus dans les codes de l'ESS. Mais donc ça, c'est la troisième brique. Et enfin,
Et surtout, la dernière brique, ce sont les habitants. Donc nous, quand le chantier avance, on va à leur rencontre, on distribue des petits flyers pour expliquer le projet de territoire. Sur les marchés. Sur les marchés. La mairie, souvent, est très aidante et nous met à disposition une salle. On fait des réunions d'information, à la fois pour des personnes âgées qui vont y habiter et pour d'autres qui se renseignent pour plus tard. On a vraiment des gens, éventuellement. Ouais, ou pour un proche. On a vraiment des gens qui souhaitent aller dans ce type d'habitat, et donc c'est un vieillissement qui devient souhaitable. Et donc ça, c'est la dernière brique, la constitution du groupe d'habitants, et ça, c'est notre cœur de métier. Donc jusqu'à 4 mois avant, les gens commencent à se rencontrer via des après-midi, des déjeuners, et ils commencent à voir s'ils vont s'entendre entre eux, parce qu'on l'a vu dans la vidéo, parfois ça se passe bien, mais parfois ici il y a des petits couacs, c'est normal. Du coup, ils se choisissent entre eux. Comme ça, le jour de la livraison, quand Monsieur Maire vient couper le ruban, il y a aussi toujours une personne âgée qui l'accompagne pour couper le ruban symboliquement, pour dire voilà, c'est notre nouveau lieu de vie. Et donc, nous, ensuite, on est là dans la durée, avec à chaque fois une salariée, vous avez vu Laura tout à l'heure dans la vidéo, qui va accompagner le groupe d'habitants pour s'assurer... C'est le rôle maître-maîtresse de maison, c'est ça qu'on dit parfois, gouvernant-gouvernante, je sais pas. Nous, on appelle ça animateur-coordinateur du projet de vie sociale et partagée, et on simplifie en disant coordo, coordinatrice ou coordinateur. On a enfin des hommes qui postulent dans ce type de métier. Donc ça, c'est vraiment nous le cœur de notre accompagnement. Donc on a des personnes âgées du coup qui sont voilà, dans le grand âge. Donc il y a une personne qui est là vraiment du lundi au vendredi pour les accompagner. Oui, 88 ans de moyenne d'âge, c'est assez élevé. C'est le grand âge, ouais. Donc c'est vraiment... Alors, on voit, et c'est une bonne nouvelle, la moyenne d'âge se rajeunit parce que de plus en plus les gens viennent en prévention aussi de leur perte d'autonomie. Ils anticipent en fait, ils se disent c'est peut-être le moment de... Oui, parce qu'on arrive à créer une nouvelle histoire et un avenir souhaitable pour eux. Donc voilà, donc il y a ce métier-là. Ensuite, il y a des services d'aide à domicile qui interviennent, qui sont des services d'aide à domicile locaux. Donc par exemple, dans les Landes, c'est le CIAS de Mimizan qui intervient dans l'habitat en complément s'il y a des besoins soit individuels, par exemple des aides à la toilette ou des habillages, ou qui vient combler des heures de trou, ou par exemple le week-end, les personnes âgées souhaitent quelqu'un pour les aider à faire le repas, et donc là il y a cette intervention-là. Et ça c'est la grande différence avec l'établissement médico-social où les équipes sont salariées par le gestionnaire de l'établissement. Là on est dans le cadre d'intervention individuelle pour chaque personne avec l'allocation personnalisée d'autonomie. Exactement. C'est ça. Et on peut mettre en pot commun. Alors c'est un vrai sujet, ça aussi, c'est une grande question, Geneviève Maillarenot, sur le handicap. Est-ce que je peux mettre en commun une partie de la prestation compensatrice du handicap, une partie de l'APA pour financer un temps de présence plus long? Pas plus d'heures d'intervention, mais en partie en commun. C'est un travail qu'on fait à chaque fois avec les départements qui parfois ne saisissent pas totalement, mais on fait un travail de pédagogie aussi pour leur expliquer que l'aide personnalisée à l'autonomie va donner par exemple 1 heure pour aider à la préparation d'un repas. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que est-ce que cette heure peut être mise en commun avec d'autres habitants? Et souvent, c'est le cas parce qu'en fait, si on prend chacun à 1 heure pour préparer le repas du midi, en fait, on peut avoir quelqu'un qui est là 8 heures. Alors, pas pour préparer un repas de 8 heures, quoique ce serait possible. Pour accompagner d'autres activités, sortir faire les courses avec les... Oui, exactement. Et donc habitants. là, voilà, on peut aller beaucoup plus loin pour renforcer l'autonomie et participer à la prévention aussi, parce que quand on a 1 heure, en fait, on ne va pas faire les courses avec la personne, tandis que quand on a un peu plus d'heures, parce qu'on la met en commun, là, ils vont au marché et donc ils prennent, ça prend du temps d'aller au marché avec des personnes âgées, surtout à cet âge-là, mais du coup, on a un vrai impact qui est social sur ces personnes-là, avec vraiment une notion de prévention qui est assez fascinante. Moi, je le vois, on s'est lancé il y a 5 ans et on voit des gens qui parfois arrivent à conserver des GIR 4 pendant vraiment 4 ans, alors que à domicile, le médecin était convaincu que 1 an après, elle aurait été GIR 2. Et donc là, ce volet prévention, nous, on le met vachement en avant. Parfois, c'est difficile vis-à-vis des départements qui nous disent, mais vu qu'ils sont 8 ensemble, ils n'ont plus besoin d'avoir d'APA vu qu'ils peuvent s'entraider. Et donc, c'est des discours qui me sont tenus. Donc voilà, peut-être pas demander aux colocataires, cohabitants d'aller faire les toilettes et doucher. Il y a aussi de l'intimité, de la dignité. Et donc voilà, c'est un discours qui est tenu par certains départements. Ils n'ont pas forcément l'habitude de ces dispositifs. Donc je suis ravi que Geneviève fasse un petit tour pour un peu de pédagogie aussi là-dessus, parce que nous, on a besoin du soutien des départements parce qu'ils sont vraiment clés dans le grand âge. Et s'ils ne nous soutiennent pas, alors qu'on voit
voit que l'impact territorial, il est réel. On voit des personnes âgées qui gardent un lien avec leur territoire, des maires qui viennent déjeuner, voire dîner avec les habitants, alors qu'ils ont déjà une fonction bien pleine. On a un impact social aussi sur les salariés. On a des salariés qui démissionnent quasiment pas. On a des absences qui sont très limitées. On divise par quasiment 20, voire 30, quand on a fait notre étude l'année dernière, le taux d'absentéisme. C'est des chiffres qui sont assez grandiloquents et qui en disent long sur l'impact qu'on peut avoir. Et le dernier impact, parce que c'est important de le dire, c'est un impact aussi environnemental, parce que les personnes âgées, parfois habitées dans des bâtisses qui font 80, 100 mètres carrés et qui peuvent du coup libérer... passoires thermiques... Oui, et surtout qui peuvent libérer pour des familles. Quand on parle de Mimizan, c'est difficile de se loger, parfois à prix raisonnable. Donc voilà, ils viennent libérer du coup des grands logements pour habiter dans un logement un peu plus optimisé. Une colocation de saisonniers qui n'arrivent pas à se loger. Mais dites-moi, tout ça semble vraiment aller complètement dans le sens de l'époque, etc. Le Conseil de l'âge que je préside pousse très très fortement pour développer toutes ces solutions. Qu'est-ce qui coince maintenant? Quels sont, je passe les aspects méconnaissance effectivement de ces dispositifs, la pédagogie de la CNSA, des différents conseils, des grandes institutions fait que maintenant on en parle quand même beaucoup plus. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas avoir suffisamment peut-être de gouttes d'eau pour que ce soit vraiment une grande piscine de solutions nouvelles? Qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Peut-être en regard croisé entre Delphine Pavie et Oscar, et peut-être Geneviève Manarino pourra répondre pour savoir si elle a déjà identifié ces irritants ou ces éléments qui font que c'est le parcours du combattant à chaque projet, alors qu'on pourrait un tout petit peu plus fluidifier. Oui. Vous l'avez bien dit, en fait, le modèle, il est là, il existe, il a été éprouvé. On a des études d'impact qui prouvent aussi la pertinence du modèle et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un doux rêve de mettre 8 personnes, ça fonctionne et les gens s'y sentent bien. Moi, j'invite tout le monde à venir visiter ces habitats parce que quand on en visite, on se rend compte de ce qui se passe. Les deux plus gros freins, selon nous, le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la méconnaissance du modèle. Donc, on en parle, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Parfois, au département, un évaluateur APA avec qui on est obligé de passer 2 heures parce qu'il a supprimé l'APA d'une personne âgée parce qu'elle a rejoint l'habitat partagé. Donc nous, on doit passer beaucoup de temps, faire des demandes de révision de dossier pour s'assurer que la personne qui a fait le choix éclairé de venir ici conserve un droit individuel. Alors oui, les départements parfois ont des problématiques financières, mais en fait ce qu'on ne voit pas, c'est que nous, en participant à la prévention, on va aussi limiter l'APA. Si la personne passe GIR2, elle devra augmenter encore plus l'APA. En coût complet, exactement. C'est plus sobre. C'est beaucoup plus sobre. Donc ça, c'est la première limite, c'est la connaissance, surtout à l'échelle départementale, où parfois, il y a même un département, on a dû aller au tribunal parce qu'ils ne respectaient pas les droits individuels des personnes. Donc, je le dis, ça nous a coûté des frais d'avocat, mais surtout, ça nous a pris du temps et on se dit, mais pourquoi on nous met des bâtons dans les roues comme ça, alors que nous, de notre côté, on est là pour répondre à un besoin des personnes âgées. Et le deuxième frein, que l'on voit, nous, et qui empêche les gouttes d'eau de faire une piscine, comme vous l'avez dit, c'est les investisseurs immobiliers qui, parfois, en termes de montant d'investissement, on parlait tout à l'heure de 100 millions d'euros, mais sur les 5 milliards d'euros dont on parlait, il y a ce besoin. Et là, on parle de CDC Habitat qui joue vraiment le jeu et qui pourrait encore plus le faire, mais il y en a aussi d'autres qui sont un peu attentistes, des bailleurs sociaux, qui nous disent c'est compliqué d'obtenir l'agrément pour un habitat inclusif. Nous, on a déjà obtenu 5 agréments, donc il y a 5 domanies qui vont ouvrir en logement social, mais ils nous disent c'était tellement dur d'obtenir l'agrément qu'on ne va plus en faire de nouveau. On leur dit au contraire, on l'a fait une première fois. Donc voilà, il manque vraiment pour moi non pas des mots, mais des actes pour dire voilà, tout le monde est d'accord sur le constat. Maintenant, vraiment, il y a besoin d'y aller et d'y aller fort et pas simplement de se dire ça va être long. Oui, ça va être long, mais les personnes âgées qui arrivent dans 4-5 ans, elles seront aussi très nombreuses. Et si on n'anticipe pas dès maintenant, je ne sais pas trop comment on va s'y prendre.
Très bien. Delphine Pavia, est-ce que vous voyez les mêmes choses? Moi, on m'a cité comme frein aussi, et notamment, ça rebondit peut-être sur votre remarque, Oscar Lustin, sur l'aide à la vie partagée. Il y a parfois effectivement des bailleurs qui se disent on va la toucher, mais derrière, du côté des départements, on nous dit qu'on ne pourra pas forcément suivre. Donc, il y a cette question qui avait été évoquée, un peu d'incertitude derrière moi, je dirais qu'il y a du soutien qui est apporté. Oui, il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets. Alors, on voit que c'est des solutions qui marchent. L'offre est plurielle, et Geneviève, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'il y a une palette de solutions, etc. Et c'est un nouveau marché. Et donc, quand il y a une palette de solutions, il faut d'abord aussi s'y retrouver. S'y retrouver sur ce qu'est la définition de l'habitat inclusif. Alors, vous allez avoir une boîte à outils qui va peut-être nous aider d'ici la fin de l'année. Le petit guide de... Mais de s'y retrouver. Il y a eu un avis du Conseil d'État qui est sorti, qui a essayé de préciser un peu ce qu'on entendait par habitat inclusif et sans opposer les différentes formes d'habitat. Parce qu'on a parlé aussi de résidence autonomie, on parle d'établissements médico-sociaux, et donc la palette est large. Donc c'est bien, sur un nouveau marché, c'est essayer de comprendre ce que ça signifie, ce que c'est, et quel est l'encadrement juridique. Des points de repère. Les points de repère, et un peu avoir une vision, qualifier ces opérations-là. Ensuite, si je me place côté investisseur et bailleur, investisseur, c'est que, Oscar l'a dit, on est sur des habitats qui sont habitats inclusifs, qui sont des petites unités. C'est finalement un habitat, et je parle sous ton contrôle, c'est 350 mètres carrés, c'est pour 8 habitants. Et en termes d'investissement, c'est un investissement assez faible. Et quand nous, on a des enjeux de déploiement au niveau des bailleurs sociaux très massifs, il faut en faire beaucoup. C'est beaucoup de temps individuellement sur ces dossiers. C'est des sujets qui se travaillent, et vous l'avez très bien dit d'ailleurs tous les deux, ça travaille avec la mairie, avec le département, avec un ensemble de collectivités pour le rendre le plus accessible possible. Et donc d'obtenir... l'aide à la vie partagée. On a des questions, vous l'aviez aussi évoqué tout à l'heure, sur l'aide à la vie partagée, avec des différences d'interprétation entre différents départements. Donc tout ça fait que pour un petit investissement, on passe un temps fou. Donc il y a besoin aussi de pouvoir être en capacité d'investir plus, de façon un peu... Oui, c'est vrai que c'est pas beau massifier, mais si on veut le déployer, il faut qu'on simplifie un peu tout ça et qu'on puisse avoir des enveloppes pour pouvoir investir ça. Le rendre le plus accessible possible. Et puis, je dirais une autre chose, parce que c'est peut-être aussi... travailler ensemble et s'ouvrir un peu. Ça va être choquant ce que je vais vous dire, mais c'est qu'on a tendance à avoir le monde social et le monde associatif et le monde public d'un côté, et puis le monde privé de l'autre. Et finalement, quand on va dans le monde privé, moi je me souviens d'échanges avec des conseils départementaux en disant oui, mais les structures comme Domani, etc., c'est des privés quand même. Nous, on est dans le monde associatif et public. La dernière fois, j'étais très heureuse parce que j'ai partagé un échange aussi avec Dominique Libaud, qui disait mais voilà, le monde privé peut aussi apporter et contribuer à partir du moment où on partage les mêmes objectifs, à partir du moment où c'est transparent, à partir du moment où on est chez des gens qui s'inscrivent dans la durée. Et donc, pas essayer d'opposer ces structures-là, parce qu'on voit, si on veut massifier, aller plus vite, qu'il faut qu'on fasse aussi, qu'on s'appuie aussi sur ces acteurs-là. Ouais. C'est pas le statut qui compte, mais les valeurs du projet et de la gouvernance. Et des valeurs. Et là aussi, la CNSA peut nous aider dans la définition de sa boîte à outils pour essayer de donner une certaine légitimité. Et enfin, je dirais, quand on investit sur des solutions auprès de populations fragiles, que sont les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Les personnes âgées, c'est des personnes qui rentrent avec un certain degré d'autonomie et qui, malheureusement, le temps faisant, perdent en autonomie. Et donc, on va vers des gens de plus en plus fragiles. Et il y a une question, et on a eu des scandales récents,
sur la prise en charge des personnes âgées qui font très peur aux investisseurs et aux institutionnels. Le risque d'image, en fait. Le risque d'image est quelque chose d'important. Et là, on a beaucoup de débats parce qu'on travaille avec d'autres structures qui essayent aussi d'imaginer des choses pour des personnes âgées, mais qui ont des problèmes cognitifs, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi de société sur ces personnes-là. Et c'est de se dire... quel est le risque d'image, comment on peut se rassurer, comment, et c'est là où avec la CNSA on peut travailler, on peut essayer de trouver des solutions pour nous rassurer, des agréments, je sais qu'Oscar n'est pas du tout content quand je dis ça, mais pour pouvoir nous rassurer et aller vers des porteurs de projets sans complexifier leur travail et sans leur imposer des contraintes trop importantes qui fera que leurs coûts seront plus élevés et que ces solutions ne deviendront plus accessibles. Ouais. Voilà. Et peut-être avoir des dispositifs d'évaluation externe aussi, un Exactement, regard des extérieur contrôles. pour s'assurer que la structure à un moment ne dérive pas d'une certaine façon. Ce qui peut arriver aussi, si les gens y restent 20 ans, ils seront dans une moindre capacité qu'au moment de l'entrée. Et il ne faut pas recréer un quasi-EHPAD d'une certaine façon. Exactement. Alors, merci beaucoup. Donc, Geneviève, par rapport à ces différentes remarques, et peut-être juste aussi ce sujet de mobilité, qui est qu'on peut avoir effectivement un parcours où pendant 15-20 ans, on est dans un habitat partagé, une colocation, mais avoir une convention avec un établissement médico-social qui permette effectivement de rendre moins difficile psychologiquement le passage d'un type d'habitat à un autre, ça peut se faire. Mais Geneviève... Alors, mais tout à fait. Alors moi, je pense que peut-être en essentiel, je me dirais que c'est le moment de créer une culture commune. Parce que le sujet, il est bien là, il est sociétal quand même. Il faut qu'on arrête à un moment donné de raisonner en termes sécuritaires, établissement, protection, et la protection sociale, j'espère que je ne vais pas choquer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je crois que la culture commune, elle doit se créer. Alors, elle démarre. J'ai le souvenir, je crois que c'est à peu près 6% des personnes âgées qui commencent à se dire, oui, je pourrais être dans un habitat intermédiaire. Donc ça, c'est extrêmement nécessaire. Donc ça doit être écrit, à mon sens, bien évidemment avec les acteurs de territoire et la CNSA qui est tout à fait partie prenante, mais c'est un projet politique fort qu'il faut inscrire quelque part. Et à un moment donné, moi j'ai presque envie de dire au maire, parce qu'on n'a pas parler aussi de la lutte contre l'isolement, mais dans les communes, inscrivez le sujet dans vos plans communaux de lutte contre l'isolement, inscrivez le sujet du logement intermédiaire, que ça soit écrit, que ça soit voté, que ça soit porté politiquement dans les territoires. Donc c'est un outil qu'on peut leur donner, certains le font, j'ai pas de doute là-dessus, mais peu encore. Et oui, il faut outiller absolument les territoires, il faut repenser l'offre aussi en fonction des besoins territoriaux ou par bassin de vie, mais pour repenser l'offre, si on n'a pas inscrit cette culture commune et si on n'a pas une vraie volonté très forte, et quand je dis volonté forte politique, c'est-à-dire portée par un gouvernement, portée tout en respectant une équité territoriale, ça doit être inscrit quelque part. Oui, la CNSA, elle accompagne, elle clarifie, elle permet aussi de sécuriser aussi ces habitats intermédiaires avec un suivi. Enfin, les équipes sont extrêmement proches aussi de ces territoires. Oui, il faut renforcer peut-être un peu les financements. Donc ça, c'est une question quand même importante. En tout cas, donner une visibilité. Mais voilà, je pense que pour le moment, la CNSA continue de participer à la VP. Il n'y a pas de date. Voilà, il y a la possibilité. Alors, mais moyennement, pourquoi ? Moyennement, pourquoi ? Parce qu'il y a des départements aussi. Enfin, je pense que oui, on a diminué, mais ça, vous avez déjà vu un 100% de financement de l'État dans les territoires. Voilà, c'était une amorce. 80, 60, 50. On est d'accord. Au département de prendre le relais. Mais c'est pour ça que s'il y a une culture commune, c'est pour ça que si tout le monde s'embarque là-dedans, ça veut dire que les choix politiques, ils vont être faits autour de ce sujet-là. Et on va plus dans un département disperser un peu. On va dire voilà.
Le choix politique de notre département, c'est celui du logement choisi par la personne dans un parcours résidentiel et on propose un panel de solutions. Et pour revenir sur la mutualisation de la PCH, moi j'ai le souvenir quand j'étais élue au département du Nord, on avait vraiment porté ça de façon très convaincante. Pourquoi ? Parce que l'ADN d'un habitat inclusif, par exemple, les personnes qui vont y rentrer vont travailler au projet de vie sociale et partagée. Ils vont se mettre d'accord pour voir comment ça va fonctionner. On le fait pour mettre en commun. Pour mettre en commun. Donc, je conçois tout à fait qu'il puisse y avoir parfois des dérives. Et c'est vrai que c'est en outillant mieux qu'on peut aussi dire à certains départements, attendez, vous n'allez pas enlever l'APA parce qu'on vous donne la VP. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est d'une irresponsabilité totale. C'est du non-respect vis-à-vis des personnes qui ont fait ce choix-là. Et j'ai eu ce retour-là. Et on a eu ce retour-là. Voilà. Donc, le sujet, il est créer la culture commune, le portage politique fort et le choix politique fort dans les territoires. Mais on sait comment ça se passe. Si on a un portage politique fort, alors, je ne sais pas s'il faut une loi... je ne sais pas quoi. On peut avoir une belle loi de programmation et de planification de la transition démographique. Ça, on l'appelle. De toute façon, il faut donner des réponses. On est toujours en train de se dire, mais en 2030, on va exploser en vieillissement. Mais quand on voit que pour construire un nouveau lieu de vie, etc., il nous faut entre 5, 6 ou 7 ans, c'est aujourd'hui qu'on a le vrai sujet à mettre sur la table. Bon, on le voit, le portage national sera fort. Oscar, Lustin, le mot de la fin. Un petit mot très court. Vraiment, nous, on sait que les solutions, elles existent, on les connaît. On sait qu'on a aussi une pénurie de salariés. On voit que les salariés ont un vrai goût pour ce type d'habitat. Et je ne sais pas comment on va accompagner à domicile tous ces baby-boomers qui vont arriver. Dans le diffus. Donc, on a un vrai enjeu de société et ne pas agir aujourd'hui. Je pense que tous individuellement, on peut faire des lois et ce sera très bien. Néanmoins, individuellement, si chacun agit à sa petite échelle, je pense que déjà, on a vraiment beaucoup de leviers pour mettre en place. Donc voilà, je vais finir plutôt sur une note optimiste. Je pense qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, il n'y a qu'un faucon, vraiment des actes, c'est important. Bon, on voit qu'il y a la volonté en tout cas. Merci beaucoup à tous trois pour avoir participé à cette table ronde, présenter ces éléments. Et on se retrouve à 16h30 pour parler du service public départemental de l'autonomie qui sera peut-être un des leviers permettant de booster cet élan que nous voyons actuellement. À tout à l'heure.